Bienvenue dans les Voix de l'info, place au débat à présent. Vous vous souvenez sûrement de ce slogan « À nous de vous faire préférer le train ». Eh bien, les usagers aimeraient préférer le train. Encore faut-il en trouver un. Alors, la bataille du rail, comme on dit, elle commence ce soir à 19 h, dans un peu moins d'une heure et demie maintenant. Mais le gros du problème, si je puis dire, est attendu dès demain pour une journée qu'on annonce d'ores et déjà noire. Est-il encore possible de réformer la SNCF ? Y a-t-il une culture de la grève en France, une gréviculture, comme le dénonçait aujourd'hui même un porte-parole de La République En Marche? Quels sont les enjeux pour les syndicats, pour le gouvernement, pour l'opposition? Et si les cheminots étaient les porte-parole d'une France en colère? Autant de thèmes que nous allons aborder avec nos invités, que je vous présente sans plus tarder. Je vais commencer par Emmanuel Soufi, notre voix de l'info. Bonjour Emmanuel, vous êtes journaliste au JDD. À vos côtés, Thomas Porcher, économiste, professeur à la Paris School of Business, vient de publier chez Fayard ce livre, Traité de l'économie hérétique. C'est un vrai carton en librairie. Il y a déjà une réédition, on va en reparler dans quelques minutes. Vous fait face Jean-Baptiste Djebari, bonjour. Vous êtes député En Marche de la Haute-Vienne et rapporteur de la loi SNCF. On va en parler dans les grandes lignes, vous pensez bien. J'ai juste le temps de vous dire également qu'à 18 h 30, nous recevons une femme exceptionnelle. Elle s'appelle Danielle Mérian. Vous avez forcément son nom, son visage en tête, puisqu'après les attentats de Paris en novembre 2015, eh bien, elle avait beaucoup ému la France. Elle nous avait touché avec un message de paix absolument incroyable. Elle sera là sur notre plateau dès 18 h 30. N'oubliez pas de réagir avec le hashtag Les Voix de l'Info. Mais d'abord, donc, rentrons dans le vif du sujet avec cette grève SNCF qui commence à 19 h précises. Alors, on dit qu'aujourd'hui, eh bien, les choses vont à peu près aller. C'est surtout demain que le gros des perturbations est attendu. On va tout de suite poser une question simple, basique, si je puis dire. Pourquoi la réforme de la SNCF est une bonne réforme, une mauvaise réforme? Je commence par vous, puisque vous rapportez la loi. A priori, vous allez me dire que c'est une bonne réforme. C'est une réforme nécessaire, en tout cas. Parce que la situation urgente, la situation de la SNCF, elle est connue depuis longtemps. Le rapport Spinetta, finalement, fait suite à une succession de rapports qui ont alerté sur différentes difficultés. La première étant la difficulté, ou en tout cas la vétusté du réseau. On a laissé, parce qu'on a préféré investir sur la politique du tout TGV, on a laissé le réseau se dégrader. Le réseau qui a en moyenne aujourd'hui 30 ans d'âge, et c'est parfois bien plus sur les petites lignes. Vous avez des réseaux qui atteignent parfois jusqu'à 70, 80 ans et qui de fait ferment. En tout cas, font fermer les petites lignes. Vétusté, évidemment, problème d'équilibre économique. Alors, on ne parle pas de rentabilité, mais en tout cas, un problème d'équilibre économique qui fait que la dette aujourd'hui, qui pèse à peu près 46 milliards d'euros, s'aggrave ou s'accroît d'environ 2,5 à 3 milliards d'euros par an. Et puis, dégradation relativement suivi et conséquente de la qualité de service. Je crois que chacun peut l'appréhender relativement bien. C'est les annulations, les déprogrammations, les retards des trains qui sont dus essentiellement à la qualité et à la vétusté, enfin, la qualité dégradée du réseau et qui, effectivement, dégrade au fil des ans la perception et la réalité du transport public ferroviaire. Si on arrête là, rien ne va plus à la SNCF, en fait. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, Thomas Porcher. Oui, mais moi je suis d'accord avec le constat là, qui est dressé. Après, je ne comprends pas pourquoi la solution, ce serait d'aller vers plus de libéralisation, d'ouverture à la concurrence. Je ne vois pas en quoi ça résoudrait ces problèmes. Et puis, je ne vois pas ce que vient faire le statut des cheminots là-dedans. Quel est le lien entre la dette et le statut des cheminots? Je ne le comprends pas. Il y a une dette énorme. La compagnie allemande avait une dette énorme. Elle a été en partie rachetée par l'État allemand, plus de 30 milliards. Ils n'avaient pas le même statut de cheminot qu'en France. Ouais. Donc, vous voyez, je ne comprends pas les liens entre tout ça. Donc, moi, ce qui m'a énervé dans la méthode du gouvernement, c'est qu'ils ont fait croire que tous ces problèmes étaient dus au statut des salariés qui étaient trop privilégiés à la SNCF. Et déjà, Emmanuel Macron, sur EDF, quand il était ministre de l'économie, il avait dit que les problèmes d'EDF étaient dus au fait que le compromis avait trop été fait en faveur des salariés. Donc on a l'impression qu'il y a toujours une espèce de convergence qui arrive à un fautif, et le fautif, à la fin, in fine, c'est tout le temps le salarié qui est soit trop protégé ou soit trop privilégié. Jean-Baptiste Djebari, pourquoi ça serait la faute du cheminot? Bonne question, alors je vais y répondre. Effectivement, il n'y a pas de lien entre le statut du cheminot et la dette. La dette, effectivement, c'est le choix d'une politique d'investissement et c'est du tout TGV, pour laquelle d'ailleurs la responsabilité est multiple, les élus, la direction de la SNCF, probablement un trop grand entrisme de l'État aussi, et qui aujourd'hui est payé effectivement par la dégradation du réseau.
pourquoi effectivement la mise en concurrence? C'est un sujet éminemment intéressant parce que moi-même je me suis posé la question de savoir si effectivement le fait de mettre en concurrence le système public ferroviaire français avait un intérêt. Et ce qu'on observe quand on regarde un petit peu précisément ce qui s'est passé en Allemagne, en Suède, en Italie et en Grande-Bretagne, qui par exemple peut être un contre-exemple, on observe que d'une manière générale, en Allemagne, en Suède et en Italie, on a une augmentation, on a un développement du ferroviaire quand on est en concurrence, une augmentation de la fréquentation dans les trains, donc plus de trains. On a une augmentation, une amélioration des services parce qu'il y a de l'innovation, parce que les entreprises ferroviaires vous permettent d'avoir plus de fréquences, des horaires différents, plus de confort, de qualité dans les trains. Et on a un coût, et ça c'est fondamental, on a un coût du service ferroviaire, public ou pas d'ailleurs, qui diminue. Et la diminution sur 15 ans, c'est à peu près moins 20% en Allemagne, c'est moins 30% en Suède. Donc j'entends ce que vous dites. Monsieur, pas au Royaume-Uni. Voilà. Royaume-Uni. Alors le Royaume-Uni, c'est totalement différent, mais je voudrais juste qu'on revienne sur ce statut et donner la parole à Emmanuel Soufli, parce que vous pointez du doigt un autre problème qui est celui de l'ouverture à la concurrence, mais l'un des points de crispation quand même de cette grève, c'est le statut de cheminot. Pourquoi est-ce que le cheminot fait office de bouc émissaire, Emmanuel Soufli? Je pense que l'opinion publique le voit bien aussi. C'est forcément plus facile que de pointer, d'agiter le chiffon rouge du statut plutôt que d'aller creuser le pourquoi de ces 50 milliards d'euros de dette. Pourquoi cette dette s'est creusée et pourquoi surtout les trains n'arrivent pas à l'heure. Et je trouve que les syndicats ont commencé en fait à trouver un peu ce slogan. Avec la réforme, les trains vont pas plus arriver à l'heure. Et ça, là-dessus, je pense que l'État, le gouvernement et la direction de la SNCF vont devoir répondre parce que c'est pas avec la réforme qui est en cours, qui va se préparer, dont on fait des négociations plutôt alors en vitesse très TGV, là, pour le coup, sans ralentissement. C'est pas ça qui va améliorer le quotidien des franciliens, qui va améliorer le quotidien des provinciaux qui utilisent le TER. Et le statut, c'est la facilité de dire, voilà, vous avez des avantages acquis qui plombent la dette. Mais c'est pas ça. Si vous prenez les billets famille, les voyages gratuits, mais comme d'autres agents, d'autres salariés peuvent aussi avoir certains types d'avantages. Des voyages des députés. Voilà, ça c'est clair. Franchement, pointer aussi la gratuité pour les députés, pour les sénateurs qui utilisent le train, c'est assez, excusez-moi, beaucoup plus scandaleux qu'un cheminot qui puisse en bénéficier. Moi, excusez-moi, c'est son entreprise. Il travaille. Quelqu'un qui travaille chez Casino ou qui habille, etc., ils ont aussi des réductions. Donc ça, je trouve ça un petit peu schématique. Et c'est quoi? C'est 400, 500 millions, même pas. Enfin, les billets gratuits, je crois que c'est 60 millions. 100 millions puisqu'il y a les familles aussi. 100 millions versus 50 milliards d'euros, franchement, c'est une goutte d'eau. Non, là, c'est plus... La question, c'est le transfert en cas de... Vous voyez, transfert quand les cheminots pourront être affrétés sur des lignes qui seront ouvertes à la concurrence. Quid de leurs avantages acquis? Et c'est là, en fait, la ministre a déjà répondu en partie sur cette question. Alors, absolument, il y a eu comme une évolution. Jean-Baptiste Djebari, il y a eu comme une évolution sur ce statut. Finalement, les cheminots pourront garder leur statut s'ils changent d'entreprise. Là où ça sera différent, c'est effectivement pour ceux qui arrivent sur le marché. Alors, il y a plein de questions dans les questions. Mais alors d'abord sur le statut. Vous pouvez apporter plein de réponses, c'est ça. Pas de problème. Si on considère qu'on rentre en concurrence, et rappelons que la concurrence a été décidée dans les années 90, il y a un premier règlement en 2007. Ça n'est pas du fait du gouvernement Macron. Ça a été voté par le quinquennat précédent, et c'est une demande des régions. Et les régions, c'est quand même ceux qui organisent des petites lignes. Donc remettons ça un peu en perspective. Si on part de ce principe-là et qu'on dit qu'on veut que l'opérateur historique, la SNCF, soit fort dans la concurrence, ce qui est parfaitement possible, parce que, elle en a évidemment les compétences, le savoir-faire, et que deux, quand on regarde l'exemple allemand, la Deutsche Bahn aujourd'hui, c'est quasiment 100% des lignes grande vitesse et 70% du réseau régional, donc il n'y a pas de fatalité à entrer en concurrence et à disparaître. Ça a été le cas de l'opérateur grand-breton, j'allais dire, anglais, mais ce ne sera évidemment pas le cas de la SNCF. Si on dit ça, alors il faut regarder un peu comment est structurée la SNCF aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y a des rigidités. C'est un peu l'organisation du travail avec des RTT, c'est un peu le statut, mais pas tant pour le coût qu'il a, mais pour une espèce d'automaticité et de linéarité du parcours. Quand vous entrez à la SNCF, vous êtes plutôt payé modestement et vous augmentez de 2% par an. C'est pas forcément au mérite. Alors, il y a très peu de rémunération à la performance individuelle, mais c'est un choix social, et puis c'est aussi l'histoire de la boîte, quelque part. Mais ça ne correspond plus forcément à l'aspiration des gens. Et moi, j'ai des exemples de personnes qui voulaient rentrer à la SNCF, et ça m'a été dit par des syndicats et par des cheminots, qui sont titulaires d'une maîtrise et qui n'y rentrent pas ou qui n'y restent pas, parce qu'au bout de 3 ans, partant de bas, ils n'ont pas une rémunération en regard de leur compétence. Thomas Porcher, je vais vous faire réagir, mais je voudrais juste qu'on écoute Guillaume Pépi. Je voudrais juste qu'on l'écoute, et après, je vous fais réagir. Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, qui parle justement de cette comparaison avec nos voisins européens. Et vous me direz ce que vous en pensez, Thomas Porcher. Regardez. Elle est complètement décalée.
Et je ne sais pas si elle est supportable par les Français, franchement. Moi, je crois qu'on a beaucoup tardé dans notre pays. Les Allemands, ils ont fait la réforme en 91, il y a près de 30 ans. Les Italiens, les Suédois. Et quand on fait les réformes trop tard, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a des inquiétudes, il y a des questions, il y a des oppositions. Moi, je les comprends. Mais il n'y a qu'une seule méthode. C'est d'abord regarder la réalité en face, c'est ensuite se mettre autour de la table et c'est ensemble construire des solutions. Les autres, ils sont arrivés en Europe. Pourquoi est-ce que nous, on devrait ne pas y arriver ? Alors Thomas Porcher. Il pourrait regarder la réalité en face aussi de son bilan. C'est quoi la réalité ? Parce que quand même, il est en partie prenante, c'est lui le patron de la SNCF, de l'État dans lequel se trouve Oui, mais par rapport à nos voisins européens. Oui, alors on va parlons-en. Il y a un indice qui tombe de performance du rail mondial, qui tombe tous les ans. La compagnie la plus performante, enfin le pays le plus performant, c'est la Suisse. La Suisse, c'est une compagnie entièrement détenue par l'État. Vous voyez, dans les classements, nous, la France, on est moins bien classé que l'Allemagne, certes, mais on est mieux classé que le Royaume-Uni. Donc on a 2 exemples de libéralisation. Donc je veux dire, ce n'est pas obligatoire, parce que, rappelons-le quand même, le Royaume-Uni était montré comme exemple par la Commission européenne sur la mise en place de sa libéralisation, y compris dans le secteur énergétique. Et dans le secteur énergétique aussi, on nous avait dit que les prix allaient baisser, ils ont augmenté. Donc c'est très marrant. Rien n'assure que la libéralisation amènerait cette espèce de cercle vertueux d'innovation et de baisse des prix. Ça n'a pas été le cas au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, quand on compare les 20 ans où la société a été publique et les 20 ans après la libéralisation, les tarifs ont augmenté, il y a plus de retard. Ça a été plusieurs fois subventionné par l'État pour certains investissements. Et la part que coûte le rail dans les dépenses des ménages est bien plus élevée que celle qui est en France. Donc voilà, rien n'assure que ça fonctionne. Maintenant, sur les cheminots. Il faut se rappeler pourquoi ils ont ce statut que certains appellent de privilégié. La première chose, ils ont une espérance de vie 4 ans en dessous de celle de la moyenne des salariés en France. C'est important de le dire. C'est important parce qu'on oublie de le dire. Oui, parce qu'ils ont des heures différentes, etc. C'est un métier qui est difficile. La pénibilité du travail. Mais c'est pour ça qu'on a des régimes de retraite différents, parce qu'on a des pénibilités du travail différents. Un ouvrier a une espérance de vie 7 ans plus faible que celle d'un cadre. Et un cheminot a 4 ans de moins que la moyenne des salariés. La deuxième chose, c'est que la productivité des cheminots a augmenté beaucoup plus vite que celle des salariés, en moyenne en France. Donc ils ont fait quand même des efforts. Et la productivité, c'est normalement ce qui représente le salaire. Donc ça a augmenté plus fortement. Et ça fait 3 ans que les salaires sont gelés en partie à la SNCF. Et puis à la SNCF, vous avez des super cadres qui ont des super salaires, dont une ancienne ministre qui avait un salaire de plus de 50 000 € par mois. Je veux dire, là, on n'en parle jamais de ces super cadres qui ont fait le slogan que vous avez dit au début, la publicitaire. À nous de faire préférer le train. Voilà, parce qu'il faut en parler aussi de ça. C'est peut-être eux les vrais privilégiés, les très grands cadres dont Pépi fait partie. C'est peut-être eux les vrais privilégiés de la SNCF. Et eux, pour le coup, on n'entend pas trop parler de ces gens-là. Dernière réaction, après on va parler de la Grande-Bretagne et les conditions sociales, ou les garanties sociales. La Grande-Bretagne, alors ça a été libéralisé, mais en fait ça a été privatisé. Ça a abouti d'ailleurs à la disparition de l'opérateur historique. C'est l'une des craintes d'ailleurs des cheminots, c'est que cette ouverture à la concurrence, ça soit finalement le cheval de Troie de la privatisation. Un petit peu sérieux. Mais il faut être clair aussi. Il faut être clair. Le statut juridique de la nouvelle SNCF, qui sera une SA à capitaux publics incessibles, prémunira quand même contre tout excès de libéralisation et d'ouverture au capital. Puis par ailleurs, aujourd'hui, je le dis sans provocation, mais quel investisseur avisé irait mettre des participations dans la SNCF ? Il faut voir l'état financier dans lequel elle est. Donc vraiment, mettons ce sujet de la privatisation à part, c'est pas du tout une réalité tangible d'aujourd'hui. Deuxième sujet, sur les garanties sociales. Je vois que la ministre s'est engagée vendredi matin à ce que les cheminots qui seraient transférés chez d'autres opérateurs ferroviaires, qui bénéficient aujourd'hui du statut, gardent effectivement la garantie de l'emploi, gardent leur rémunération et préservent leurs prestations retraite. Comment c'est possible concrètement ça ? Un opérateur privé donc qui prend le pack, comment c'est possible ? En plus avec une loi travail qui permet les accords d'entreprise et un peu comme dans le secteur privé. C'est inapplicable. Est-ce que c'est inapplicable ? Inapplicable, c'est très concret. Vous avez une fédération qui s'appelle l'UTP, c'est en gros la fédération des patrons du rail. Dedans, vous avez par exemple Transdev, et entre Transdev et la SNCF, des discussions se font, et ce que je vous dis là, c'est un point d'atterrissage consensuel entre les opérateurs, Deutsche Bahn, enfin en l'occurrence français plutôt pour l'instant, Transdev, qui disent, nous, à ces conditions, on sait reprendre des cheminots de la SNCF, les faire revenir chez nous vous allez garantir et leur les garantir. Avantages. Vous voyez, ça va être comme dans le secteur privé. La garantie de la rémunération. C'est 2 ans. Quand vous changez, quand il y a une reprise de votre entreprise et que vous êtes racheté, vous avez à peu près 2 ans de maintien des accords collectifs sur les 35 heures, sur la santé, la prévoyance, etc. Mais là, elle n'a pas répondu à la question. Non, mais moi je vous réponds. Si c'est 2 regardez, ans, 4 ans ou 10 ans ou ad vitam. Transdev, donc boîte française qui opère 7% du réseau TER en Allemagne, pour faire simple. Transdev, les salaires des cheminots sur TER sont supérieurs aux salaires français, des cheminots SNCF. Donc il faut sortir aussi un peu de cette logique qui voudrait dire que parce qu'on libéralise, parce qu'on privatise, il y a une traction vers le bas des salaires. Ce n'est pas observé.
Donc sortons un peu de tout ça. Et puis par ailleurs, si on regarde un petit peu ce qui peut se passer sur les facilités de circulation, puisque très probablement ça va être préservé. Et vous avez raison, évidemment, toute grosse boîte, c'est un peu une goutte d'eau, et toute grosse boîte a ses avantages. Et on peut très bien envisager, et c'est d'ailleurs ce qui se passera probablement, qu'un salarié SNCF qui va être transféré chez Transdev ou RATP dans le temps ou ailleurs bénéficiera non seulement de ses acquis quelque part et des facilités de circulation ou des facilités en logement social ou en, si vous voulez, sur le plan CE un peu de la boîte dans laquelle qu'il rejoindrait. Donc il faut sortir un peu de cette machine qui consiste à penser. Alors on va obligatoire. C'est possible. Ce sera négocié dans la convention collective. On va parler maintenant des enjeux de cette grève, puisque voilà, sur la réforme, il y a encore beaucoup à dire. Et d'ailleurs, ça sera discuté cette semaine à l'Assemblée sur les enjeux de la grève. Alors, on va d'abord peut-être voir les enjeux pour le gouvernement. C'est un peu le premier grand mouvement social pour le gouvernement. Est-ce que c'est un test politique pour Emmanuel Macron, Emmanuel Sophie? C'est certain, surtout tout à l'heure vous le pointiez. Est-ce que derrière il y a les cheminots, il y a aussi la colère peut-être d'autres Français, d'autres catégories. C'est sûr qu'ils se font aussi le porte-voix d'un mécontentement sourd, latent dans le pays, que le gouvernement, je pense, perçoit peut-être pas suffisamment à sa mesure. Et le problème, je reviens un peu sur la réforme, c'est la pédagogie, parce que c'est un mot qui est utilisé à longueur de journée par les différents ministres. Mais c'est vrai que les gens ne comprennent pas forcément les grands enjeux. C'est-à-dire qu'on parle de l'ouverture de la concurrence parce que c'est obligatoire, parce que l'Union européenne l'a voulu, etc. Non, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est le calendrier. On nous fait croire que cette réforme, elle est hyper urgente. Voilà. Et en même temps, la ministre, vendredi, dit bon, bah alors finalement, ça va à 3 jours du début de la grève. Voilà, 3 jours. Elle essaye de déminer un peu le terrain parce qu'elle voit bien que ça va quand même être assez suivi. Non, mais attendez, excusez-moi. On ne comprend pas pourquoi il y a une urgence et en même temps, ah bah écoutez, en région parisienne, ce ne sera pas avant 2029, voire 2033. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'urgence. Donc, il y a un horizon extrêmement lointain. Donc, du coup, on se dit, mais pourquoi? C'est pas lointain, on regarde de la complexité. Là, il faut vraiment se parler sérieusement. Quand vous regardez le réseau transilien, le réseau RER, si demain vous savez monter une entreprise ferroviaire et aller exploiter le RER dans des conditions pertinentes, favorables, franchement bravo, mais c'est pas le cas. C'est autre chose d'exploiter les TER en région sur des lignes qui sont bien définies et dégradées, on l'a déjà dit, que d'exploiter le RERA qui fait plus d'1 million de passagers par jour. Mais ça, vous auriez pu l'expliquer dès le début, c'est ça. Je réponds quand même sur les deux points. L'ouverture de la concurrence. Pour qui, enfin d'une manière générale, pour qui est faite la réforme? Elle est faite pour les usagers, la réforme, d'abord, et pour les cheminots, évidemment, ensuite. Mais pour les usagers, parce qu'effectivement, la dégradation, elle est massive. Et il faut mettre du sens. Quand on dit plus de trains, quand on dit des horaires qui seront plus adaptés, quand on dit des petites lignes qui seront pérennisées, c'est extrêmement concret pour les 4 millions de Français qui voyagent tous les jours. J'aimerais qu'on revienne sur les enjeux. Si on pouvait vraiment revenir sur les enjeux, parce que la réforme, on en a un petit peu parlé quand même. Et sur les enjeux, et notamment politiques pour le gouvernement, Thomas Porcher, on va écouter juste un sonore d'Éric Coquerel, député de la France Insoumise. Écoutez. Il y a deux catégories de population qui vont en souffrir. D'abord, n'oubliez pas les salariés, parce que quand vous faites grève, vous n'êtes pas payé. Et puis, il y a les usagers que nous sommes. J'en suis. Et évidemment, c'est toujours un désagrément. Maintenant, qui est responsable de cette grève? Qui attaque aujourd'hui le service public de la SNCF? Qui menace en réalité, quoi qu'en dise le gouvernement, la SNCF de privatisation? C'est le gouvernement. Donc, tournons-nous vers les responsables, faisons pression pour souhaiter une chose, c'est que les cheminots gagnent. Parce que les cheminots, ils ne défendent pas seulement leur statut, contrairement à ce qu'on entend, ce qui serait déjà une cause légitime de grève, mais ils défendent l'intérêt général. Vaste question, Thomas Porcher. Qui est responsable? Mais ça fait une... En fait, le gouvernement présente souvent la SNCF comme un service public, une administration publique presque, mais ça fait très longtemps que la SNCF, même si elle est publique à 100%, ne se comporte plus comme une entreprise publique. Vous avez parlé d'usagers. Aujourd'hui, c'est plus des usagers, c'est des clients. Vous avez des tarifications qui varient. Vous avez le TGV pour les riches, Ouigo pour les moins pauvres, Ouibus pour les très pauvres. Vous avez une segmentation. Et puis les lignes qui étaient peu rentables ont été fermées par la SNCF. La SNCF, elle poursuit un enjeu de rentabilité. Elle s'exporte à l'étranger. Elle a à peu près 1000 filiales qu'elle utilise pour compresser justement les coûts. Donc elle a déjà fait sa mutation et elle se crée elle-même des concurrents parce que Ouibus, ça appartient à la SNCF, mais c'est un concurrent, le bus du rail. Donc elle est déjà dans une logique plus ou moins concurrentielle. Enfin, elle est au milieu du gué, quoi. Elle a fait son évolution vers la libéralisation. Mais la réalité de ça, c'est que je ne comprends pas comment, moi, la SNCF qui lâche des petites lignes peu rentables, pourquoi un opérateur privé irait prendre ces lignes qui ne sont pas rentables? Il voudrait perdre de l'argent, l'opérateur privé, alors qu'il doit rémunérer des actionnaires bien plus que l'État n'est rémunéré.
Parce qu'il y a une autre partie prenante. Ça ne marcherait pas comme en Allemagne? Parce que finalement, on a dit que ça pouvait marcher en Allemagne. Si c'est un service public, il faut accepter d'avoir des lignes qui ne sont pas rentables et d'autres qui seront rentables. Si c'est un service privé, c'est la rentabilité qui prime. La SNCF joue déjà là-dessus, mais pas tout le temps. Parce que quand elle fait des lignes avec des partenariats privés avec Vinci, c'est elle qui débourse quasiment 90% de la somme et Vinci rien du tout. Quand elle privilégie une ligne qui va directement de Gare de l'Est à Roissy, elle privilégie d'investir ça alors qu'elle pourrait rénover sa ligne de RER B qui passe en banlieue, qui profitera à beaucoup plus de gens. Mais elle préfère faire une ligne pour les super cadres et pour les super touristes, plutôt que rénover la ligne qui existe déjà, qui profite à beaucoup plus de monde. Donc c'est plus un service public, c'est une entreprise rentable, détenue par l'État et en monopole, comme il y a beaucoup d'entreprises privées qui sont en monopole. Ça vous fait bondir, Jean-Baptiste Djebbari? Non, ça ne fait pas bondir, mais évidemment on est en désaccord. On est en désaccord sur les 2 points. Un, la SNCF fait effectivement 30% de son chiffre d'affaires à l'étranger. Donc le principe de concurrence est déjà bien mis en œuvre par la SNCF qui opère à l'étranger dans de nombreuses configurations. 2, Ouibus, c'est un moyen complémentaire. Parce que quand vous regardez bien, effectivement, il y a peu de personnes qui voyagent en train qui viennent prendre Ouibus. Ça appelle à une autre clientèle quelque part. En tout cas, là, heureusement qu'il y a les bus, parce que sinon les usagers ne pourraient pas circuler. Les bus sont un bon moyen de substitution dans les périodes de grève. Et sur le point de ce que vous disiez sur les opérateurs privés, en fait, comment ça va se passer ? Et pour montrer que la puissance publique reste au cœur du sujet, quand vous opérez une ligne TER dite non rentable, c'est la région, donc c'est la puissance publique qui va fixer le tarif, les tarifs que vont payer les usagers, les tarifs sociaux éventuellement, les horaires, la desserte, et derrière, elle décide d'un niveau de subvention. Vous avez des entreprises privées, effectivement, qui vont venir proposer un prix, donc c'est en gros leur coût d'exploitation plus leur marge commerciale, et la région choisira. Mais ce n'est pas une question de rémunération d'actionnaires ou ce n'est pas des entreprises qui vont venir... Vous croyez, Emmanuel Sophie? C'est la région, donc c'est la région, donc c'est la puissance publique. Ouais, et si vous voulez, la DSP, c'est un mode de régulation du service public. C'est pour ça qu'il faut sortir de ce mirage de libéralisation égale fin du service public. En région, ça restera la puissance publique qui, via la délégation de service public, permettra aux voyageurs du quotidien sur les TER de voyager. C'est aussi simple que ça. Qui décidera de la tarification? Qui la fixera région. C'est déjà le cas, c'est sa compétence. D'accord. Ça peut marcher, Thomas Porcher? Moi, je me méfie des promesses. Parce que regardez les autoroutes. Quand on a libéralisé, on a dit que les prix allaient être contrôlés par l'État. Finalement, les prix ont augmenté puisque l'entreprise privée... Mais voilà, et dans le secteur de l'énergie, pareil, parce que l'entreprise dit qu'elle a des coûts et elle n'a pas le droit de vendre à perte. Donc, une fois qu'on a transmis ça au secteur privé... Je veux dire, ce que je veux dire, moi, c'est qu'il est possible que la concurrence fonctionne bien. C'est possible, mais ce n'est pas une obligation. Or là, je trouve qu'il y a plein de fois, on donne des droits supplémentaires aux gens, soi-disant, et on veut les contrôler plus. C'est le cas des chômeurs. Puis il y a des fois, on fait des cadeaux aux gens très riches, où là on libéralise, on ouvre à la concurrence, on fait au cadeau au secteur privé qui va s'emparer de ces pans entiers du secteur public, sans conditions réelles. On met des petits comme ça, des petits... Vous êtes sur la ligne Olivier Besancenot, on est tous le cheminot de quelqu'un. Ah mais de toute façon, à la fin, si on doit tous avoir moi je suis professeur dans le supérieur, j'ai des conditions extrêmement bien de travail, j'ai des vacances scolaires, j'ai peu d'heures de cours, j'ai du temps pour faire de la recherche, écrire des bouquins, donc voilà, je suis le super cheminot de beaucoup de cadres, et ainsi de suite. Et donc on est tous le cheminot de quelqu'un d'autre, c'est vrai. Si après on doit tous se libeller sur les mêmes droits d'un chauffeur Uber, je pense que la société va pas être très tranquille. Et par rapport aux enjeux, cette fois pour les syndicalistes, on sent bien que cette grève, elle est très importante pour eux parce qu'il y a des élections professionnelles qui arrivent à l'automne prochain. Certains sont tenants d'une ligne très très dure, la CGT notamment, Philippe Martinez qui bat le rappel de ses troupes. Mais pour autant, certains ne sont pas d'accord sur l'ouverture à la concurrence. Est-ce que ce front, Emmanuel Sophie, est-ce que ce front peut demeurer uni ? C'est la grande question, mais vous savez, dans toute lutte sociale ou toute grande mobilisation, l'enjeu, c'est celui de l'unité. Enfin, c'est l'enjeu, c'est le nerf de la guerre, si je puis dire. Hein. Et c'est sûr que là, c'est 3 mois, 36 jours de conflit. Il va falloir maintenir une unité qui est déjà un peu chancelante. Hein. Si on prend le bloc un peu contestataire, donc Sudrail, CGT, il y a des mésententes. Il faut être plus représenté à la SNCF depuis longtemps. Donc CGT, Sudrail, voilà, ils s'entendent quand même pas très très bien. Ils ont des stratégies très différentes. Sudrail d'ailleurs n'est pas dans la grève par intermittence. Ils ont des préavis de grève toutes les 24 heures. Donc ça c'est un enjeu primordial. On va accueillir Jean-Louis Gombault. Alors je ne sais pas s'il a eu des problèmes de train pour arriver, pas encore, parce que la grève officiellement, elle ne commence qu'à 19h. Bonjour Jean-Louis Gombault, Bonjour. Vous êtes éditorialiste de communication économique et vous êtes notre 4e voix de l'info aujourd'hui. Bienvenue. Vous avez suivi nos débats
évidemment, mais si vous n'étiez pas là, vous étiez quand même avec nous connectés. Juste peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire à l'instant Emmanuel Soufi, vous voyez, vous rentrez tout de suite dans le vif du sujet, sur les syndicalistes et ce front qui pourrait ou pas demeurer uni. C'est aussi l'un des enjeux de cette grève. Alors, aujourd'hui, il apparaît comme uni. Mais il faut bien voir qu'on est en présence d'un problème de lutte contre les projets du gouvernement et de lutte aussi entre les syndicats sur le plan des stratégies à suivre dans la situation actuelle. Il y a 2 stratégies. Il y a une stratégie qu'on qualifiera de classique de la CGT. Par exemple, c'est l'opposition frontale, ce qui n'empêche pas la CGT de signer des accords entreprise par entreprise, mais globalement, elle est dans une stratégie d'opposition qui est sa stratégie classique. Oui. La CFDT dit non, cette stratégie ne marche plus depuis des années et des années, on n'obtient rien. Nous sommes sur une autre stratégie, la stratégie de la négociation. Or, on s'aperçoit déjà avec l'arrivée de M. Macron sur la loi travail que cette stratégie a échoué. Le problème, c'est que maintenant, est-ce que cette stratégie va également échouer sur l'affaire de la SNCF? C'est-à-dire qu'on est en phase de 2 stratégies qui n'arrivent pas à avoir des lauriers, c'est-à-dire à avoir des acquis, des avancées par rapport à la méthode qu'elle propose. Et donc aujourd'hui, évidemment, la CFDT est un peu ennuyée sur cette affaire parce qu'elle, ce qu'elle voudrait, c'est négocier. Or, le gouvernement n'a pas du tout l'intention. Mais le problème, c'est qu'elle conteste et qu'elle négocie après. C'est l'impression qu'on a. Elle a toujours contesté. Quand il y a eu la réforme des retraites, en même temps. La réforme de retraite de M. Fillon, par exemple, elle était en opposition. Derrière l'opposition, elle négociait. Elle a obtenu quelque chose. Elle a obtenu notamment le droit de partir à la retraite pour les carrières longues. C'est un acquis. Et elle a donné sa signature sur le projet global à partir de cette concession partielle, mais en tout cas une concession quand même qui lui a été faite. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que le gouvernement n'a l'intention de ne faire aucune concession. Peut-être reculera-t-il. Donc, il y a la CFDT... C'est pas la réalité de ce qui se vit actuellement, excusez-moi de vous le dire, mais pour le coup, pour y participer, je peux vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui se passe à l'intérieur depuis le 1er mars, c'est qu'on a une vingtaine de réunions... Harry qui va nous expliquer ce qui se passe à l'intérieur. Une vingtaine de réunions. Non, mais on a une vingtaine de réunions autour de la ministre d'une part, en bilatéral avec la ministre. Il n'y a pas de cabinet au Parlement, noir, il n'y a pas de cabinet noir, tout est ouvert. Et sur les 4 thèmes que sont l'ouverture à la concurrence, le modèle social de la SNCF, l'amélioration des services publics et l'organisation de la SNCF. Donc ce que vous décrivez comme étant un... Dites-moi les concessions que tu as obtenues sur ce plan-là, parce que c'est ça qui est important. Alors, allez-y répondre. Quelles sont les concessions que vous avez obtenues? Par exemple, l'engagement qu'a pris la ministre vendredi matin en disant sur les modalités de transfert des cheminots, on garantit rémunération, retraite et emploi. Je pense que c'est pas forcément des concessions, mais c'est des engagements qui sont forts. C'est dans le rapport Spinetta. Non, mais là, on vous parle concrètement de discussion, de négociation entre la ministre en charge et les syndicats. Celle qui peut prendre les décisions aujourd'hui, c'est la ministre en charge des Transports et qui dit si vous deviez aller travailler chez Transdev, par exemple, qui opérait en France, on vous garantit rémunération, retraite, garantie de l'emploi. C'est pas tout à fait rien. Oui, mais je veux dire encore, c'est dans le rapport Spinetta. C'est-à-dire que la sortie du rapport Spinetta. Maintenant, il y a l'enjeu de maintenant. Comprenez-moi bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a le rapport Spinetta. Ensuite, le gouvernement n'a pas formulé précisément les choses. Il a obtenu par contre le fait que sur la concurrence, il ne procéderait pas par ordonnance, mais il y aurait un débat parlementaire. Ça, c'est extrêmement... Ce qu'on a obtenu au Parlement. Non, je veux dire, donc ça c'est évidemment très important parce qu'on est dans le cœur du sujet, la question de la concurrence. Mais sur le reste, il n'y a pas d'avancée pas d'avancée. En fait, on peut dire qu'il n'y a pas de recul sur le reste, sur la question, les bases posées par le rapport Spinetta. Alors, juste pour pouvoir reparler de l'opinion. Juste d'un mot. Parce qu'après, je voudrais vraiment qu'on parle de l'opinion publique, parce que Jean-Luc Gombault l'évoquait à l'instant. Les discussions continuent, et la semaine prochaine, la ministre fera un certain nombre d'annonces, notamment sur l'aspect du statut de la SNCF, peut-être aussi un peu sur la dette, il faudra voir ce qui va dire, mais je crois que c'est important à un moment de dire ce qui va se passer. Et de toute façon, ces réunions continue jusqu'à fin avril. Oui, avec des débats qui commencent le 9 avril. Alors là, moi aussi, encore une fois, j'ai des grosses interrogations sur le calendrier. Vous faites des négos, ok, très bien, super. Jusqu'à fin avril, le débat parlementaire commence le 9 avril. Vous savez que les débats, en fait, ils vont continuer. Alors les gens, l'opinion publique d'ailleurs, ou même les syndicats. Alors expliquons. Alors justement, parlons de cette opinion publique qui n'est pas personnifiée. Je vais donner des chiffres d'abord. D'après un sondage IFOP paru hier dans le journal du dimanche, 46% trouvent le mouvement justifié. Alors, il y a une évolution quand même, parce que c'est plus qu'il y a 15 jours. Comment expliquer cette évolution alors que le mouvement n'a même pas commencé ?
Mais je pense qu'il y a un problème de code de popularité du président lui-même. Est-ce que ça ne suit pas quelque part, pas jour par jour, mais semaine par semaine, la cote de popularité globale? Moi, je pense pas. De l'exécutif, vous voulez dire? De l'exécutif? De l'exécutif. C'est-à-dire quand les gens d'abord. En plus, je crois quand même que le débat ne fait que commencer. C'est-à-dire que autant je dis que en termes de négociation, d'ailleurs, vous parlez de débat, ou vous parlez de concertation. Mais il n'y a pas ce qu'on peut, à proprement parler, ce qu'on peut appeler de négociation. Là, je crois que c'est une finance. Et les mots sont la ministre ne cesse de dire concertation, mais pas négociation. Ce qui est quand même sémantiquement quelque chose qui ne me paraît pas négligeable. Cela dit, le débat commence. Il va commencer dans l'opinion. Je pense que les gens vont apprendre, réfléchir à ce que ça veut dire le mot de concurrence, si c'est bon pour eux ou si ce n'est pas bon pour eux. Là-dessus, le gouvernement doit, à mon avis, mieux s'expliquer. Pour l'instant, il n'a pas été expliqué aux gens. Voilà pourquoi on fait cette réforme. C'est pas seulement pour. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une évolution dans l'opinion. Il y a un autre chiffre, moi, que je trouve très intéressant, c'est que toujours dans ce même sondage IFOP pour le JDD, il y a 72% des Français quand même qui pensent que le gouvernement ira jusqu'au bout, quitte à passer en force. C'est quand même représentatif de quoi? D'une certaine colère où on passe outre. C'est ça en fait que ça veut dire? C'est représentatif d'une méthode, c'est-à-dire que je pense que l'opinion publique a intégré un peu la méthode du président et de son gouvernement, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout et d'être un peu fidèle à ce qu'il a annoncé quand il était candidat, c'est-à-dire que le président fait ce que le candidat avait promis. Il a fait des choses qu'il n'avait pas promis, parfois des bonnes choses. Il a arrêté Notre-Dame-des-Landes, il n'avait pas promis, là c'est bien qu'il l'ait fait, et puis il n'avait pas dit qu'il allait passer la réforme de la SNCF par ordonnance. Ouais, là, c'est vrai. Donc mais la parole présidentielle qu'on met, d'accord, il a dit qu'il allait réformer, mais pas par ordonnance. C'était pas dans son programme présidentiel non plus. Alors, on a en direct Jean Chamoulot qui est en duplex depuis la gare de Lyon et justement qui a recueilli depuis un début d'après-midi les réactions des usagers qui se préparent quand même à cette grève. Jean Chamoulot, vous êtes avec nous. Oui, absolument. Écoutez, les usagers qui ont suivi en fait les consignes de la SNCF, qui avaient demandé aux voyageurs de prendre leurs précautions. Le coup d'envoi de la grève, c'est à 19h, dans une petite heure. Du coup, les usagers sont arrivés plus tôt que prévu pour déjà regarder si leur train était annoncé en retard. Aucun train pour le moment n'est annoncé en retard. Ils sont tous à l'heure, donc l'heure de 19h pour le coup d'envoi de la grève est pour le moment respectée. Mais la grève qui va bien débuter à 19h, qui annonce la grande grève nationale de demain, puisque seulement un TGV sur 8 circulera en France, seulement un TER sur 5 et 13% des intercités. Et c'est le même chaos, si on peut dire, sur les lignes du réseau du RER, parce que seulement un train sur 2 sera en activité sur le RER A, 1 sur 3 sur le RER B. Il faudra d'ailleurs changer de train à la gare du Nord, un train sur 5 pour le RER C et seulement un train sur 5 sur le RER D. À noter que sur certaines lignes, il n'y aura carrément aucun train qui circulera. C'est le cas par exemple de la ligne transilienne, la ligne R, qui part d'ici, de la gare de Lyon et qui va jusqu'à la commune de Melun. Mais la SNCF a prévu de placer plus de 3000 gilets rouges. Vous savez, c'est ces personnels de la SNCF qui seront dispatchés un peu partout dans les gares de France pour éviter la cohue et venir en aide aux voyageurs qui seront sûrement un peu perdus dès demain matin. Merci Jean Chamoulot pour ce point très complet sur le trafic dans les heures qui viennent. Alors justement, on l'a dit, les usagers se préparent et comment se préparent-ils? Moi je voudrais juste, Emmanuel Soufi, qu'on revienne sur la communication, parce que cette bataille du rail en réalité c'est une bataille de l'opinion qui est en jeu, ce SNCF bashing d'un côté et puis depuis hier en top tweet sur les réseaux sociaux, je soutiens la grève des cheminots, c'est l'une des tendances sur Twitter. Ça prouve que voilà, la bataille du rail elle se passe aussi de ce point de vue-là. Ouais, mais comme on l'avait vu déjà sur la loi travail, vous savez, la loi El Khomri il y a 2 ans, le mouvement des Nuits debout aussi qui avait émergé un peu comme ça, et on voit très bien qu'au-delà des cortèges, des défilés, vous avez aussi une bataille qui joue sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, Instagram, avec des hashtags qui se retrouvent à chaque fois en top tendance. Donc oui, mais c'est normal. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est à la limite, c'est plutôt les cheminots du terrain, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément syndiqués. S'ils le sont, ils ne jouent pas cette carte syndicale pour s'exprimer.
Et ils essayent juste de parler à la population en leur donnant, voilà, la vérité vraie et vis ma vie de cheminot, elle est comme ça. Elle n'est pas comme ce que tu peux imaginer qu'elle est. Non, non, elle est ainsi. Et ça, je pense que ça joue aussi dans le retournement un peu de l'opinion. Et les cheminots ne sont pas toujours contre la concurrence. Ils sont même d'ailleurs souvent très préparés parce que le sujet n'est pas nouveau. Mais en même temps, ils en ont assez d'être taxés, d'être privilégiés. Moi, je suis d'accord avec ça. Ce que vous dites, c'est que ce n'est pas uniquement les cheminots qui s'expriment. Parce que quand je lis justement sur Twitter, ça va au-delà des cheminots. On a l'impression que finalement, cette grève, elle dépasse le statut du cheminot, elle dépasse les cheminots. Et finalement, on en vient presque à une manifestation ou une grève, une contestation sociale pour la défense du service public. La SNCF, c'est un symbole. Ça a toujours été un symbole. Et si la réforme passe sur la SNCF, s'ils arrivent à grosso modo à gagner face à la grève des cheminots, après tout peut passer. Statut des fonctionnaires, l'hôpital, tout pourra passer. La sécurité sociale, il y a une députée il y a une députée qui trouvait il y a beaucoup de réformes qui il y a une députée En Marche qui trouvait que c'était bizarre que la sécurité sociale soit en monopole. Enfin voilà, on peut quand même aller après derrière. Et donc c'est un symbole. Et donc c'est pour ça que les gens là derrière ça, comme vous dites, il y a la défense de ce qui reste, parce que le modèle social a évolué, de ce qui reste du modèle social français. Moi, je crois que la réforme SNCF, elle doit se faire, mais pas du tout pour faire tomber un totem ou un symbole. Elle doit se faire parce qu'elle est utile. Après, elle doit être acceptable, elle doit être concertée, elle doit être faite de façon partenariale avec les syndicats, mais elle doit se faire. Dans une seule voie. Alors, à quel prix elle doit se faire, mais à quel prix? Alors, rapidement, parce qu'il y a encore d'autres choses derrière. Parce que la convergence des luttes, en fait, n'a jamais résolu aucun problème individuel. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Claude Mailly, le patron de FO. Et il a raison. Et je vois bien l'instrumentalisation, en tout cas, ce mouvement. Il n'a pas toujours dit ça, mais bon. Enfin, en tout cas, là, il le dit. Là, il le dit récemment. Et je crois qu'il a raison. Mieux vaut tard que jamais. Et le problème de Nuit debout ou de tous ces beaux mouvements démocratiques, c'est qu'en fait, ça crée de la confusion. Ça n'a réglé aucun problème, même si, effectivement, on peut se satisfaire que des citoyens se mettent ensemble pour exprimer leurs opinions. Alors, j'aimerais juste qu'on écoute Gabriel Attal. Il est porte-parole de La République En Marche, et écoutez ce qu'il disait aujourd'hui même. Il y a un certain nombre de réformes qui avaient été prises il y a plusieurs années. Évidemment, je comprends que ce soit gênant pour les Français aujourd'hui. Moi, je pense que ce qui est important, ça serait peut-être de sortir dans ce pays de cette gréviculture où on annonce une grève avant même que des réformes soient annoncées, juste sur la base de rapports ou sur la base d'intentions. C'est peut-être ça qu'il faudrait essayer de bouger dans notre pays, et c'est plus culturel que législatif. Ah là 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 là, le mot qui fâche, Emmanuel Soufi, la gréviculture. Est-ce qu'en France, on a une culture de la grève? Est-ce qu'on fait la grève comme on irait, je sais pas, moi, au théâtre, ou qu'on achète sa baguette le matin? Non, alors ok, on est peut-être un peuple révolutionnaire, mais on a renversé des rois, mais c'était il y a très très longtemps quand même. Et la grève est un droit constitutionnel. Alors, je suis désolée, en même temps, on fait de moins en moins la grève par rapport à alors Jean-Louis Gombault, je pense que vous me contredirez pas, mais tous les chiffres nationaux le montrent bien. Oui. Le nombre de jours de grève en France, il ne fait que décliner. Alors, la grève, elle est là pour gêner. Je suis désolée, tous les usagers, etc. Sinon, il n'y a pas de rapport de force. Voilà, elle est là, elle est là pour embêter, etc. Après, encore une fois, si le mouvement, faudra voir si le mouvement dure 3 mois. Moi, je suis un peu dubitative. Je pense que ça va être compliqué pour eux de continuer aussi longtemps en étant unis, voilà. Mais voilà, la grève, non, la gréviculture, je pense que c'est une erreur politique que d'avoir prononcé ce mot-là si on souhaitait aplanir un peu les choses. Jean-Louis Gombault, on a l'impression, en entendant Gabriel Attal, porte-parole de La République En Marche, que réformer la France, c'est mission impossible. Écoutez, franchement, la France subit peut-être pas, ou vote, ou dénonce, ou annonce des réformes en cascade depuis des années. Alors, ce qui est vrai... Oui. Ce qui est vrai, c'est qu'on n'est jamais allé vraiment jusqu'au bout, notamment sur la question de la SNCF. Ça serait une première. Quel est l'argument fort du gouvernement sur l'affaire de la SNCF? Parce que ça, c'est vrai et on ne peut pas démontrer le contraire. Le statu quo est impossible. Oui. Deuxièmement, tout le monde est d'accord là-dessus. Comment on fait quand on a 40 milliards d'euros de dette? Parce que c'est le 46. Fond de la... Oui, en fait, il y en a beaucoup plus parce qu'il y en a 18 qui sont pris en charge par les traités de Maastricht qui est permis par... Donc ça, c'est la chose absolument déterminante. Deuxième problème, le manque majeur du gouvernement, c'est en quoi ma réforme va améliorer la situation. Donc d'un côté, sur le bilan, il est absolument, à mon sens, incontestable. Par contre, sur les alternatives, qu'elles soient d'ailleurs de la gauche, des syndicats ou du gouvernement, ça manque de chair. Ça manque de chair pour dire, oui, avec par exemple, quelle va être l'importance de cette nouvelle façon de gérer le statut des cheminots. En fait, pratiquement nulle. Vous prenez la SNCF, embauche à peu près chaque année 2000 personnes.
il y en a 2500 qui s'en vont, il y en a 2000. Donc, autrement dit, sur les nouveaux arrivants, sur les 130 000, 140 000 salariés, ça va faire 1,5%. Oui. Pour vous voyez, la Poste ou Orange, qui a adopté cette méthode, commence tout juste à avoir des non-fonctionnaires en majorité et qui c'est là depuis des années. Donc, qu'est-ce que c'est de requalifier les contrats? Le problème, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous êtes aussi dans la même... Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. C'est peut-être ça qu'il faut faire. Mais ce que je veux dire... Oui, vous pensez peut-être, mais en tout cas, par exemple, vous avez dit tout à l'heure, et c'est dans le rapport Spinetta également, c'est-à-dire quand un concurrent arrivera sur une ligne, bon, il aura besoin de faire de salariés pour faire tourner ses locomotives et ses machines. Il ira voir les gens de la SNCF. Et on dira, d'après ce que vous venez de dire, et ce qui est vrai, ben non, le statut ne change pas. C'est-à-dire que si vous allez travailler pour la compagnie privée, vous garderez... Mais comment voulez-vous que la compagnie privée fasse mieux circuler des trains avec le même statut que la SNCF qui les faisait circuler avant? Élargissons le débat, messieurs, dames, parce qu'on arrive malheureusement au terme de l'émission. Moi, j'ai une dernière question et on va faire un tour de table pour chacun, puisqu'on parle de la SNCF. Mais on peut aussi parler des autres secteurs, parce que demain, il n'y aura pas que la SNCF. Il y aura aussi Air France, le transport aérien. Il y aura également l'énergie, le ramassage des déchets, qui sont pour aussi un statut, véritablement. Il y a aussi les universités et la grogne qui ne faiblit pas. Ma question à vous tous, est-ce qu'on va vers un grand soir social? Est-ce qu'on a des prémices, je ne sais pas, comme ça au hasard, de mai 68, soyons fous? Non, je pense que ça appartient à la mythologie. Vous savez, c'est comme 95, les grandes grèves de 95. À la Juppé à l'époque. Voilà, Juppé. C'était pas du tout le même contexte politique. La gauche était forte. Aujourd'hui, elle est quand même un peu anesthésiée. On avait des syndicats contestataires qui étaient forts. Aujourd'hui, ils le sont nettement moins. La CGT, elle était forte toute seule. Aujourd'hui, elle n'est pas forte toute seule. Il faut qu'elle s'allie à Sudrail. Donc non. Voilà, je me dis que c'est une espèce de fantasme. Après, ça a le mérite peut-être de réveiller un président et un gouvernement qui était encore dans le rouleau compresseur des réformes et avec une espèce de confiance acquise qui aujourd'hui est un peu chancelante. Thomas Porcher? Je suis d'accord avec ce qu'a dit Emmanuel, mais après on ne peut jamais prévoir comment se passe un mouvement. Tout dépend du point de basculement. Il y a toujours un point de basculement et là vous avez rappelé des sondages intéressants et en 95 au début les gens étaient massivement opposés à la grève de 95 et après un mois, vous vous rendez compte, c'est une grève qui était dure, tout était bloqué pendant un mois, ils ont rejoint ce que voulaient les syndicats. Donc on ne sait pas. Tout peut. Moi, j'espère quelque part qu'il y aura un mouvement comme ça, mais on ne sait pas. Vous voulez la révolution? Non, mais regardez, il y a eu un an avant, on a parlé de Nuit debout, il y a eu des mouvements, puis un an après, Emmanuel Macron a gagné. Donc, vous voyez, parfois, ça ne se passe pas. Mais on peut, voilà. Jean-Louis Gombault, est-ce qu'il y aura un avant, un après grève? Écoutez, il y a deux choses qui sont très compliquées à prévoir, c'est l'économie et le social. Et le social peut-être plus que l'économie, parce que c'est des gens. Il n'y a pas de mécanique là-dedans, contrairement souvent à l'économie. Alors, mai 68, vous faisiez allusion à cela, vous vous rappelez du célèbre article de Pierre-Vincent Ponté, c'est ma génération, la France s'ennuie. Donc maintenant, disait-il, en une du monde, la France s'ennuie. Est-ce que la France, aujourd'hui, va se soulever? Ça me paraît quelque chose d'impossible. Mais on craint ce problème de grève, etc. Mais important aussi, quel va être le moral de la population au lendemain de cette lutte qui s'engage, qu'elle soit gagnée par la CGT, ou qu'elle soit remportée par le gouvernement et ceux qui sont favorables à la réforme. Le moral, la situation morale de la population, c'est aussi important, à mon avis, que des grèves. C'est-à-dire donc, si un corps explicatif n'est pas développé par ceux qui militent pour la réforme comme vous, eh ben, à mon avis, vous aurez un problème politique et peut-être pas un problème social qui sera posé. Justement, on va vous laisser le mot de la fin, Jean-Baptiste Djebbari. Vous avez 1 minute 30 pour conclure. Non, mais encore plus rapidement. Je crois que tous les oracles en la matière vont se tromper, donc je vais bien me prémunir de faire quelle annonce que ce soit. Non, moi, j'étais pas en politique. Et je me suis engagé en politique pendant un temps pour essayer d'être utile. Et j'ai l'impression que cette réforme-là, elle est utile. Elle est utile pour les usagers, elle est utile pour les cheminots. Peut-être qu'effectivement, il faut accélérer ou encore amplifier ce travail de pédagogie. Peut-être qu'il faut clarifier des choses. D'ailleurs, j'ai des choses à clarifier avec vous juste après sur comment effectivement on vient opérer en concurrence. Et peut-être qu'à ce travail-là à faire. Donc on va s'y astreindre. Et en tout cas, c'est pas une... Enfin, je veux précisément dire que c'est une réforme qui vise à améliorer le service public ferroviaire aux usagers et surtout pas à fragiliser les cheminots qui font un travail remarquable par ailleurs, mais qui aujourd'hui sont dans un contexte où effectivement leurs conditions de travail doivent évoluer un petit peu avec les garanties qu'on a dites.
Affaire à suivre, et ça sera notamment votre travail dans les prochaines heures, les prochains jours qui viennent. Un grand merci à vous tous d'être venus dans les voies de l'info, débattre avec nous de cette... Non mais vous êtes là, c'est déjà bien. Voilà, merci à vous dans... Comme la SNCF, un peu arrivé. Voilà, vous êtes un petit peu en avance quand même. Restez avec nous dans quelques minutes. Daniel Mérian sera notre invité à 18h30. Daniel Mérian, c'est cette femme qui avait été interviewée à 2 pas du Bataclan de Paris, totalement par hasard, au lendemain des attentats de Paris en novembre. Son message de paix était devenu viral et nous avons la chance, le plaisir, l'honneur de l'avoir avec nous. Restez avec nous. À tout de suite.